Lorsque chaque année je viens à Kolkata, je vais sur les bords de l'Ougli, le fleuve qui longe la ville du nord au sud. J'observe toujours avec étonnement ces hommes et ces femmes qui se baignent dans l'eau sacrée. Le Gange n'est qu'à quelques kilomètres d'ici. D'année en année, je vois la population de Kolkata augmenter. Les images de la ville ne changent pas, avec sa surpopulation, avec ses Bengalis qui se pressent dans la chaleur, le bruit et la pollution. Les marchés sont nombreux et nourrissent la mégalopole, aujourd'hui peuplée de 14 millions d'habitants, une ville qui s'étend tous les jours. C'est au cours d'un de mes précédents voyages que j'ai appris que la ville ne possédait pas d'usine de traitement des eaux usées. Comment était-ce possible en ce début de XXIe siècle? Et je découvrais là un aspect méconnu de la ville, un système d'épuration des eaux usées qui a traversé les âges et qui fonctionne encore. Kolkata, sans le savoir, était à la pointe du développement durable. Tout démarre donc dans l'Ougli. Le golfe du Bengale n'est pas loin et le fleuve connaît des marées montantes qui augmentent quotidiennement le débit des eaux. L'eau de l'Ougli sert à alimenter des canaux dans lesquels se déverse l'eau des égouts. Ces canaux, construits par les Britanniques à la fin du XIXe siècle, emmènent ce mélange d'eau, d'excréments, de déchets ménagers et industriels depuis l'ouest où se trouve le fleuve vers l'est de la ville. Un système ingénieux, malheureusement mal entretenu, ce qui amène l'eau sale à stagner, mettant en péril le système unique au monde qui a été inventé ici. Au bout des canaux, des petits barrages permettent de bloquer les déchets les plus gros et les résidus se déposent et forment des boues, ce qui donne lieu à des phénomènes chimiques bizarres. Au-delà de ces barrages, je découvre les marais de Kolkata, un lieu extraordinaire, unique au monde, où ces eaux noires et puantes vont se déverser pour être source de richesse. Shaimal Mandol, un technicien piscicole, va m'expliquer comment ça marche. Toute cette eau, vient de la ville de Kolkata. Ce sont des eaux usées qui viennent des maisons et des immeubles et qui sont déversées dans les égouts, puis dans les canaux. Cette eau sale est destinée à notre exploitation de pisciculture. Elle favorise la production de zooplancton et phytoplancton. Les poissons s'alimentent et l'eau est ainsi assainie et filtrée. Ensuite, nous déversons les eaux filtrées vers un réseau de canaux qui se jettent dans les rivières, qui elles-mêmes rejoignent la région des Sundarbans et ensuite la mer. Ce processus évite ainsi toute pollution des rivières. La purification de l'eau se poursuit donc dans ces étangs qu'on appelle en bengali des bheri. Il y en a une quarantaine qui s'étendent sur 12 500 hectares. Certains appartiennent à la municipalité et d'autres sont privés. C'est depuis 1930 environ que les premiers pêcheurs se sont installés. Aujourd'hui, ils sont organisés en coopérative. Il y en a 9 et la pisciculture fait vivre plus de 100 000 personnes, souvent des paysans pauvres venus d'autres campagnes.
Tous les jours s'accomplit ici un petit miracle. 20 tonnes de poissons sont ramassées quotidiennement dans les filets et je ne suis qu'à une dizaine de kilomètres de la ville. Il existe dans les prairies une vingtaine de variétés de poissons. On élève et on pêche ici des carpes ou encore des tilapias. Les femmes participent à l'entretien des prairies en nettoyant les jacinthes d'eau qui sont envahissantes mais utiles, car elles sont capables d'extraire et de fixer les métaux lourds. Nimai Gayen est l'un des pêcheurs que j'ai rencontrés. Il s'est installé dans les marais avec sa mère, sa femme et ses 4 enfants. Pour son travail de pêcheur, il gagne un salaire de 150 roupies par jour, soit l'équivalent de 2 €, mais Nimai Gayen semble content de son sort. On travaille environ 2 heures par jour. Ça fait plus de 40 ans que je travaille dans ces marais, que je pêche. Il n'y a pas d'autres activités dans le coin. 90% des gens d'ici travaillent dans des activités de pêche. Tant que la déesse Durga veillera sur Nimai Gayen et les siens, celui-ci est persuadé que la pêche continuera dans les marais. Le poisson est un aliment indispensable pour nourrir les Bengalis. Vous savez, il y aura toujours des marais, malgré les menaces. Vous pouvez donner autant d'argent que vous voulez, les marais resteront. Vous ne pouvez pas vous passer des poissons. On pêche ici des centaines de milliers de tonnes de poissons. Pas seulement pour Kolkata et le Bengale occidental, mais pour tout le pays. Ils peuvent toujours essayer de construire des immeubles sur les marais, mais c'est voué à l'échec. Même le gouvernement ne laisse pas faire. Les voix se lèvent et disent « protégeons les marais ». C'est interdit d'assécher les petits et les grands étangs sans l'accord des autorités. Donc, dans notre localité, aucun étang ne sera spolié. Personne n'a le pouvoir de procéder à la vente des grands étangs comme celui où je travaille. Je vous le répète, il n'y aura jamais de construction dans les marais. L'élevage des poissons demande toute une organisation. Shyam Mandol me montra l'élevage des alevins dans de petits étangs. Pour aller plus loin et comprendre tout le processus, je rencontrai à l'université de Kolkata le docteur Shaun Chowdhury. L'unique caractéristique ici, c'est un fond plat et le peu de profondeur, 50 à 150 cm de profondeur. Le fond plat garantit un réservoir pour le traitement alcalin avec de la chaux qui aide à réduire les bactéries nocives qu'on appelle en termes scientifiques des coliformes qui sont d'origine fécale. La faible profondeur facilite la pénétration de la lumière du soleil qui permet la consommation des matières organiques tant par les phytoplanctons que par les zooplanctons, ce qui, à terme, se transforme en nourriture pour les poissons.
Le processus se déroule de façon à ce que les matières organiques se transforment en nourriture pour poissons. On va introduire les alevins au moment propice, un procédé qui s'est développé depuis des années et qui permet aux algues et au plancton de ne pas se transformer en algues bleues. Le processus s'arrête au bon moment pour que ces matières se transforment en nourriture pour poissons. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de rajouter des compléments d'aliments. Ce qui ressort de tout ça, c'est que nous avons un assainissement total des eaux usées, une production de poissons qui représente un tiers de la consommation de la ville. En plus, les étangs sont drainés chaque année et le limon enlevé est répandu sur les champs des maraîchers autour des étangs, ce qui rend les sols fertiles. Je quittais les étangs et retournais à la limite de la ville. Là aussi, les eaux usées sont source de richesse. Des paysans cultivent des légumes sur des terres enrichies par la boue des eaux usées et par le compost des ordures ménagères que la municipalité déverse non loin de là. Mais voilà, la ville s'agrandit tous les jours et les cultures maraîchères sont menacées. Tout ça ne restera plus. Ils vont prendre ces terres et construire. Là, ils en ont pris, ici aussi. S'il n'y a plus cette eau, comment voulez-vous qu'on cultive? L'eau va disparaître. Beaucoup de terres ont déjà été spoliées. On a même installé des clôtures. Et personne n'a touché d'argent. À cause de l'installation de toutes ces résidences, de ces entreprises, ils ne veulent plus d'ordures ménagères ici. Ils disent que c'est sale, que ça pue. On est maintenant obligé d'utiliser des engrais. Avant, ils ne payaient même pas. Maintenant, ils achètent nos terres à des prix très bas, de l'ordre de 2 ou 3 000 euros. On se fait peut-être moins voler, mais les maraîchers disparaissent petit à petit. Regardez, tout ça a été vendu. Regardez là-bas. Ça appartenait à un fermier. Ils ont fait une route. La ville s'étend donc vers l'est, grignotant petit à petit toutes ces terres cultivables. La route périphérique, qui s'élargit pour permettre un trafic de plus en plus dense, agit comme une digue, ralentissant l'écoulement des eaux vers les marais. À terme, c'est donc toute l'activité des marais qui est menacée, la culture maraîchère et la pisciculture. Kolkata bénéficie aussi de la forte croissance indienne de ces dernières années. Les spéculateurs en tout genre convoitent toutes ces terres en bordure des marais. La question se pose, peut-on conserver ce système? Car il y a une forte pression démographique. Nous sommes dans une mégalopole, mais ce système est un patrimoine, un héritage qui vient de la nature. S'il est préservé, il peut continuer à apporter beaucoup à la ville. Un jeune écologiste me parla d'une décharge sauvage située en bordure des marais. Les marais sont en principe protégés par le gouvernement et même par la Convention internationale de Ramsar qui essaye de préserver les zones humides dans le monde. Bien qu'ils aient le droit pour eux, les associations écologistes indiennes n'arrivent pas à empêcher la multiplication de ces décharges ou constructions illégales qui risquent à terme de boucher et assécher définitivement les marais.
Shubro, un de ses militants, tente d'en savoir un peu plus. Cette femme me dit qu'avant, ici, c'était une rizière. Et maintenant, regardez dans quelles conditions est cette terre. On ne la reconnaît pas. Regardez toute cette poussière, tous ces déchets solides. C'est une cause de pollution majeure dans cet environnement. Malgré tout, il y a des inquiétudes réelles, car comme ces marais commencent à se réduire, vous savez qu'il y a une inclinaison de la ville vers l'est. Donc les eaux s'écoulent, stagnent et enfin alimentent la nappe phréatique. Si ces marais commencent à être grignotés, il y aura un sérieux problème d'assainissement des eaux. Par ailleurs, ça posera un problème d'évacuation des eaux stagnantes, car il n'y aura plus de bassin pour recevoir ces eaux. Donc, à terme, le procédé entier risque de disparaître définitivement. Nous avons ce souci permanent à l'esprit, nous qui pensons à notre pays, à notre ville, nous qui pensons à la biodiversité qu'on trouve à l'est de la ville. Il y a 150 espèces d'oiseaux recensées dans les marais et de nombreuses autres espèces animales. Il paraît qu'il y a même une espèce de mangouste unique au monde, mais je ne l'ai pas vue. En tout cas, j'ai trouvé l'endroit assez beau et même surprenant. Tiens, par exemple avec ces ouvrages abandonnés au milieu de nulle part, ces structures rouillées qui datent des Anglais qui voulaient construire un système moderne d'évacuation des eaux de la capitale des Indes. Mais ces travaux ont finalement été abandonnés. Ce traitement des eaux usées, écologique et traditionnel, mérite d'être plus connu. La Banque mondiale a même appelé à prendre exemple sur Kolkata, avec ces eaux qui, une fois filtrées et propres, vont continuer leur chemin en rejoignant les rivières jusqu'au golfe du Bengale. Le poisson est un des aliments préférés des Bengalis. Grâce aux marais, on en trouve en quantité à des prix raisonnables sur les marchés de Kolkata, comme ici sur le marché du quartier de Baliganj. La boucle est bouclée, on trouve sur ces étals des poissons élevés grâce aux eaux sales et qui pourtant fournissent à la population une nourriture saine. Je voudrais dire que cette question nous a interpellés. Nous avons vu divers articles et des médias qui disaient que les poissons d'ici sont contaminés par les métaux lourds. Mais nous avons des données scientifiques qui ont été publiées dans des revues américaines qui montrent que les poissons et les légumes sont parfaitement mangeables. Les poissons, en particulier, sont en termes de teneur en métaux lourds bien meilleurs que ceux élevés dans des bassins d'eau de pluie, où ce type de biorestauration par des microbes ne fonctionne pas. Quant à la qualité, là aussi, ils sont meilleurs que les poissons élevés en eau de pluie, poissons vendus aussi dans les marchés. Et oui, des déchets ménagers peuvent donc être une richesse. Avec les marais, Kolkata, ville souvent décriée, montre cette fois la voie, comme le résume encore une fois le Dr Chowdhury. C'est un véritable atout pour la ville de Kolkata, qui d'un côté assainit les eaux usées, sauvegarde l'environnement et crée de l'emploi. On peut dire que c'est un environnement vert qui fonctionne avec des technologies vertes. D'un côté, vous avez les plantes, comme la jacinthe d'eau, qui fait la phytorémédiation, et de l'autre, des variétés de microbes que nous avons analysées, qui nous servent à diverses études. C'est donc un processus naturel d'assainissement pour un environnement vert. C'est une autre définition.
des marais de Kolkata.